Et nous allons aborder aujourd'hui une œuvre de plusieurs milliers de pages, dont on va lire que quelques-unes. Le fameux « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu entièrement. Oui. Oui, bravo Lucienne. Yes. C'est sublime, c'est magnifique. J'ai entendu des adjectifs moins favorables, mais on va essayer de pénétrer dans les mystères de cette œuvre pour en découvrir toute la beauté. Puisque vous savez, hein, c'est toujours mon point de vue de toujours voir ce qui est beau, ce qui est intéressant, ce qui est utile, avant de voir le côté ombreux, hein, obscur, sur lequel là il n'y a pas trop en général d'efforts à faire pour le voir. Alors, Marcel Proust, on va voir s'il continue à faire boum boum. Oui, il continue à faire boum boum. Oui, il continue, il faudrait changer la pile. Toutes les semaines. Oui, c'est des piles. C'est des piles qui ne tiennent pas longtemps. C'est l'obsolescence programmée, c'est ça qu'on appelle ? Voilà. Comment ? Piles qui se rechargent. Alors celle-ci ne se recharge pas. Allô, allô. On attend la pile. Oui. La pile se fait attendre. Voilà. Bonjour. Il y a une place là. Oui, le porte-voix. Un porte-voix. Un carton là. Un petit carton. Bon, pour les nouveaux arrivants, nous attendons la pile du micro. C'est pas qu'on fait du silence. C'est-à-dire qu'après il va arriver, ça va couper, donc. Si, il en a acheté, il m'a dit qu'il en avait acheté, donc... Bon, ben écoutez, on va faire sans pile, hein. Allez, hop. Allez, on y va. S'adapter aux circonstances, donc... Alors, je vais vous demander un peu plus de silence, parce que, pour que la voix couvre... Alors, donc, Marcel Proust, considéré aujourd'hui comme le plus grand romancier français du XXe siècle, hein, par beaucoup d'analystes.
et ce qui va expliquer l'abondance des ouvrages qui sont consacrés à sa vie et à son œuvre, hein, encore aujourd'hui, et notamment à son œuvre maîtresse, dont on va parler ce matin, À la recherche du temps perdu. Cette recherche du temps perdu, elle s'est interrompue brusquement par la mort de son auteur, le 18 novembre 1922. Alors, c'est une œuvre restée donc inachevée, malgré les 3000 pages, plus de 3000 pages qu'elle contient, comme les grandes cathédrales auxquelles Proust compare fréquemment son œuvre. À la recherche du temps perdu échappe à toutes les définitions faciles. C'est une œuvre qui défie les catégories classiques et c'est une œuvre qui occupe une place tout à fait privilégiée dans la littérature française. Donc lire cette œuvre, c'est accepter l'aventure, c'est une invitation au voyage, au bout duquel nous allons découvrir au dernier tome le temps retrouvé. Puisqu'il va y avoir toute une dialectique entre le temps perdu et le temps retrouvé. Alors je vais citer petit extrait de la recherche à la recherche du temps. Car les lecteurs ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes. Mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray. Mon livre, grâce auquel je leur fournirai le moyen de lire en eux-mêmes. C'est bon. On fera la prochaine fois. Je leur fournirai le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderai pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c'est bien cela, si les mots qu'ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j'ai écrits. Les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompée, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même. Donc, c'est un livre, entre autres, parce que vous allez voir, c'est kaléidoscopique, de multiples facettes. C'est un livre qui est destiné aux lecteurs pour qu'ils puissent mieux lire en eux-mêmes. Alors, Proust ne va pas achever cette œuvre, et pourtant, c'est ça aussi un peu le mystère de cette œuvre, il réussit à lui donner la forme d'une totalité, puisqu'elle sera publiée en 7 tomes successifs, donc, dont 3 qui vont être publiés à titre posthume. Alors, vous connaissez peut-être le découpage de l'œuvre. Le premier, du côté de chez Swann. Du côté de chez Swann, qui a une histoire un peu particulière, puisque le manuscrit a d'abord été refusé par André Gide, qui était à l'époque lecteur chez Gallimard. Et donc, ce premier tome, du côté de chez Swann, va paraître chez Grasset, à compte d'auteur. C'est-à-dire, c'est Proust qui paye pour être édité, comme ça se fait aujourd'hui beaucoup. Et cette première œuvre paraît en 1913. Donc nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Et Gallimard, qui va évidemment très vite se repentir, vu le succès rencontré du côté de chez Swann, va le publier, mais plus tard, en 1919. Et, pour la petite histoire, il faut savoir que André Gide va reconnaître très vite, en mars 1914, que le refus de ce livre sera l'un de ses regrets
des remords les plus cuisants de ma vie. Il a très vite compris qu'il avait fait une petite bêtise, une petite erreur en refusant ce manuscrit, vu après, évidemment, le succès. Donc, voilà. Ce n'est pas Gallimard qui va publier tout de suite ses œuvres, mais ce sera Grasset. Bon. Ensuite, on a deuxième tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui va paraître en 1919 et qui va recevoir le prix Goncourt. Le côté de Guermantes paraît en 2 volumes, c'est le 3e tome, le premier en 1920 et le second en 1921. Donc les éditions, le côté de Guermantes. Je vous expliquerai à quoi ça correspond. Ensuite, Sodome et Gomorrhe. Le côté, oui, c'est du côté, mais c'est aussi le côté de Guermantes. C'est le 3e tome. Le 4e, c'est Sodome et Gomorrhe, en 2 volumes également, en 1921 et 1922. La prisonnière, 5e tome, qui est publié, donc là, qui commence les ouvrages, les tomes à titre posthume. La prisonnière, qui est publiée en 1925, d'après les manuscrits laissés par Proust, sachant que lui décède en 1922. Albertine disparue, qui est paru sous un premier titre qui était La fugitive, Albertine disparue ou La fugitive, qui paraît en 1927. Et enfin, Le temps retrouvé, qui clôt le cycle à la recherche du temps perdu, Le temps retrouvé, qui paraît également en 1927. Donc, voilà, publication de ces 7 tomes de 1913 à 1927. Et le 7, c'est le 7. Le temps retrouvé, c'est le 7e. Mais alors, Il vous en manque un. Et bien, il faudra chercher celui qui manque. Du côté de chez Swann. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, Albertine disparue ou La fugitive et Le temps retrouvé. Alors, non, je ne vais pas les redonner, là, je vous les donnerai après. Ah, de Proust, 1871, 1922. 1871, 1922. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreuses pages de cette œuvre correspondent au remaniement de textes antérieurs que Proust avait publiés, notamment dans diverses revues. Et c'est pourquoi un certain nombre de critiques ont parlé de mosaïque, d'art du vitrail, de manteau d'arlequin, pour expliquer à quoi ressemble ce texte. On peut aussi parler de marqueterie. C'est toujours un petit peu cette même image. Marqueterie parce que les morceaux juxtaposés, les uns à côté des autres, appartiennent à différents moments du travail d'écriture. Donc ce n'est pas simplement une mosaïque, disons, de morceaux contemporains, mais des morceaux d'époques différentes. Et parfois même, Proust s'amuse à mettre côte à côte un morceau ancien et un morceau nouveau, de la même forme pour ainsi dire, afin que le lecteur prenne conscience de la subtile différence de couleur. C'est-à-dire, voilà, le même thème vu à des époques différentes, et évidemment, vous comprendrez que c'est très important cette sensation par rapport à l'esthétique proustienne. Donc, Proust a composé toute son œuvre de cette manière. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire, comme certains l'affirment, qu'on ne peut pas dire qu'il ait commencé à rédiger son œuvre à un moment précis d'une année donnée. Parce que parfois, il a commencé à écrire en 1906 ou en 1907. Bon, en fait, là, les catégories habituelles de début de l'œuvre, de fin de l'œuvre, ne marchent pas.
puisque on peut dire qu'il a commencé à l'écrire presque dès l'enfance, dès l'adolescence jusqu'à sa mort. Donc, on peut davantage parler d'un phénomène d'accroissement perpétuel qui caractérise l'écriture de Proust. C'est-à-dire, comme on le verra, il va écrire à peu près en même temps le début et la fin, et ensuite, eh bien, il va y avoir un processus d'accroissement, de remaniement jusqu'à la fin des étapes intermédiaires. Alors, lui-même, puisqu'il va beaucoup s'exprimer sur la genèse et la réalité de cette œuvre, il est lui-même très imprécis sur ces dates d'écriture. Il va dire, par exemple, en 1909, je viens de commencer et de finir tout un long livre. 1909. Je viens de commencer et de finir tout un long livre. Et il s'empresse d'ajouter que si tout est écrit, beaucoup de choses sont à remanier. Et on a, pour preuve, des manuscrits de Proust où effectivement beaucoup de remaniements de l'écriture pour être au plus près de ce qu'il va ressentir à un moment donné. Alors, on peut quand même dire, malgré toutes ces précautions, que vers 1906-1907, il y a une forme qui s'impose à lui, puisqu'il se demande encore s'il est un véritable écrivain, et s'il doit ou pas, pour le prouver, écrire un roman. Puisqu'il se pose beaucoup de questions sur que faut-il écrire. Est-ce qu'il faut écrire un essai? Est-ce qu'il faut écrire des mémoires? Est-ce qu'il faut écrire un roman? Et jusqu'au bout, on peut dire qu'il se demandera s'il est un véritable écrivain, s'il est vraiment un écrivain, un auteur de romans. Ça fait partie des grandes questions existentielles. Donc à partir de 1908, ça là il y a une date à peu près précise, jusqu'à sa mort, il va se retirer du monde. Il va s'enfermer dans une chambre à Paris, boulevard Haussmann, pour écrire à la recherche du temps perdu. Il va se protéger contre toute intrusion fâcheuse, contre toute émotion forte. Il va vraiment faire un cocon, une bulle, et il va se protéger aussi de manière plus concrète contre tout courant d'air qui pourrait menacer sa santé extrêmement fragile, puisqu'il souffre de redoutables crises d'asthme. Il a une santé vraiment extrêmement fragile, et donc il va obturer, ça c'est une anecdote très célèbre, obturer tous les interstices des fenêtres. Il va insonoriser sa chambre en la tapissant de liège, c'est-à-dire il fait vraiment vase clos, hermétiquement clos, pour se consacrer jusqu'à la fin à la réécriture, l'écriture de cette œuvre, mais en remaniant beaucoup de textes antérieurs. C'est pour cela que c'est une œuvre infiniment originale, inclassable, qui est à la fois l'histoire d'une vocation, comme il le dira lui-même, ou le roman d'un roman qui est en train de se faire. Alors, depuis l'époque de Proust, beaucoup d'écrivains se sont essayés à cet exercice, mais à l'époque, c'est très original. C'est très original. Donc on voit un roman qui est en train de se construire sous nos yeux. Donc ce n'est pas un roman classique, ce n'est pas une autobiographie, ce ne sont pas non plus des mémoires. C'est lui-même qui le dit. Ce n'est pas une autobiographie, ce ne sont pas des mémoires, parce que, comme vous pourrez le constater, il n'y a pas de chronologie. Alors que dans des mémoires, en général, on essaie de reconstituer un peu, d'un point de vue chronologique, l'histoire de sa vie. Ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt une réflexion, on verra avec un côté introspectif, une réflexion qui se construit sous nos yeux sur la littérature, sur la mémoire,
sur, évidemment, ce qui est le thème quand même central de l'ouvrage, le temps. Le temps. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que tous les éléments qui peuvent sembler épars dans les premiers volumes vont se découvrir reliés les uns aux autres. On va comprendre la cohérence, la structure, l'architecture de l'œuvre au dernier tome, avec ce temps retrouvé. Donc ce qui est intéressant, c'est de se rappeler qu'il a été écrit en même temps que le premier. Donc cette architecture, Proust l'avait en tête dès le départ, même si nous allons un peu la découvrir. Et au dernier tome, qu'est-ce qui arrive dans le temps retrouvé? Le narrateur, qui est aussi le héros du roman, découvre le sens de la vie, et notamment le sens de la vie dans l'art, dans l'écriture, dans la littérature. C'est là, il faut attendre le dernier tome pour être persuadé que oui, Proust peut écrire un roman et qu'il est un écrivain, vraiment à part entière. La littérature, que c'est ça qui va donner le sens de la vie. L'art, l'écriture, la littérature, et pour pouvoir retrouver ce temps. Temps perdu, temps retrouvé. Alors, Proust écrit ceci sur ce livre, puisque évidemment, il va beaucoup dérouter. À sa sortie, il déroute encore, mais à l'époque, il y a ceux qui s'enthousiasment, et puis des critiques assez acerbes. Un livre, écrit-il, est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes. Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Donc, il y a ce souci là, d'être à l'écoute, de faire surgir un autre moi, c'est-à-dire une autre identité, une autre réalité que celle à laquelle nous sommes habitués, notamment par la vie en société. Cet ouvrage est si méticuleusement composé que le dernier chapitre du dernier volume a été écrit tout de suite après le premier chapitre du premier volume. Tout l'entre-deux a été écrit ensuite, mais il y a longtemps. Vous voyez, ça c'est vraiment extrêmement original. Écrit le début, premier chapitre. Je me suis souvent couchée de bonne heure. Le début, la fin et l'entre-deux, eh bien, va être une écriture perpétuellement remaniée, accrue, corrigée, pour expliquer d'une certaine manière comment quand même on va de l'un à l'autre. Alors, du côté de chez Swann, c'est le premier tome. Et Proust va s'expliquer sur ses intentions dans un article publié en 1913, donc l'année où paraît du côté de chez Swann. Puisqu'il va être obligé de beaucoup expliquer, de beaucoup clarifier sa manière de faire, parce que c'est quand même assez original. Il écrit « Je ne publie qu'un seul volume, du côté de chez Swann, d'un roman qui aura pour titre général « À la recherche du temps perdu ». J'aurais voulu publier le tout ensemble, mais on n'édite plus d'ouvrages en plusieurs volumes. Je suis comme quelqu'un qui a une tapisserie trop grande pour les appartements actuels et qui a été obligé de la couper. Alors, bien sûr, il y a des raisons financières à cela. Je dis que ça avait été édité à compte d'auteur, bien entendu,
donc il n'avait pas forcément les moyens financiers d'éditer tout. Mais là, il explique aussi qu'il y a comme un décalage entre son type d'écriture et l'époque. Et l'époque où on n'est plus trop habitué à avoir ces grands romans fleuves et qu'il va falloir donc découper. Et le début du côté de chez Swann, la première partie, puisque chaque tome est divisé en parties, c'est cette fameuse partie qui s'intitule Combray. Vous vous rappelez peut-être, Combray, C-O-M-B-R-A-Y, et qui commence, ça, en général, le début, on le connaît. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et cette phrase, qui commence le roman, évidemment, on la lui a reprochée, notamment par le deuxième mot de la phrase, longtemps je. C'est-à-dire, bon, d'avoir fait un roman de plusieurs milliers de pages sur lui, donc d'être un roman c'est narcissique et égocentré. Et là-dessus, il va devoir s'expliquer. Parce que là, je crois qu'effectivement, il y a un contresens, si on ne voit dans ce roman que l'histoire d'un homme. Donc longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Vous voyez ? Donc, dès le départ, il y a cette sorte de double... il y a le héros du roman qui va apparaître souvent, pas tout le temps, mais parce qu'il y a plein d'autres personnages, mais qui va quand même apparaître souvent, et le narrateur. Et ceci nous explique aussi dès le début qu'il va souffrir d'insomnie toute sa vie et dès son enfance. Donc, on va lui faire cette critique de ce premier paragraphe, de cette première phrase. Et voilà ce qu'il va répondre, et je crois que c'est très important. J'ai eu le malheur de commencer mon livre par le mot « je ». Et aussitôt, on a cru qu'au lieu de chercher à découvrir des lois générales, je m'analysais au sens individuel et détestable du mot. Donc là, on voit bien que Proust a une autre vision de son écriture, qui n'est pas simplement de s'analyser, d'écrire avec moult détails tout son monde intérieur, mais c'est d'en chercher derrière cette peinture des lois générales, des lois universelles. Et ça, c'est vraiment un des paradoxes de cette œuvre. C'est que autant il va décrire de manière extrêmement détaillée, effectivement, des souvenirs, des réminiscences, enfin des éléments personnels de sa vie, autant, eh bien, on a le sentiment que ça touche à l'universel, qu'il va croquer des facettes de la nature humaine telle qu'elle est, depuis toujours, en tout temps, en tout lieu, avec sa grandeur et aussi ses petitesses. Puisqu'il va croquer aussi, il va peindre une certaine frange de la société aristocratique, la société bourgeoise, des certains bourgeois parvenus de Paris, mais derrière ces peintures donc associées à une époque, on est en pleine guerre mondiale, eh bien, il va y avoir la captation de choses qui nous touchent, parce que c'est atemporel. Là, je commence à esquisser cette notion du temps, avec une majuscule, ce temps qui est au-delà du temps perdu, au-delà du temps retrouvé, qui est le temps.
qui traverse nos vies, qui traverse la vie de l'humanité, et avec une vision assez universelle de ce temps qui passe. Alors cette première partie de Combray, Proust y raconte, y évoque les différentes chambres où il a dormi au cours de sa vie. Et notamment, donc, dès l'époque de l'enfance, la chambre de Combray, où il passait une grande partie de ses vacances d'été lorsqu'il était enfant, avec sa famille. Combray, alors Combray, c'est un nom inventé d'un petit village du Perche, près de Chartres, à 25 km de Chartres, qui s'appelle en fait Illiers, et qui a été rebaptisé, et ça c'est aussi quelque chose d'assez unique, il a été rebaptisé, ce village, Illiers-Combray, donc à la mémoire de Proust, et il y a une des maisons, justement, la maison de sa grand-tante, la maison de Léonie, qui a été transformée en musée. Ce qui est intéressant par rapport à ce village de Combray, c'est qu'il est situé réellement près de Chartres, là où effectivement il allait passer ses vacances, mais où dans un autre tome du roman, il va être déplacé, et il va se retrouver entre Reims et Laon. Vous voyez, dans une toute autre région, puisque il a voulu à un moment donné que ce village soit le théâtre d'événements de la Première Guerre mondiale. Avec les destructions, avec les combats, etc. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très original de cette création virtuelle, en fait, de Combray, qui s'appuie sur un village réel, mais qui tout aussi bien est un tout autre village. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, le narrateur donc, se souvient à quel point l'heure du coucher était une torture pour lui, puisque cela signifiait qu'il allait passer une nuit entière loin de sa mère. Le jeune Marcel est très, très attaché, on parlerait aujourd'hui d'une relation fusionnelle avec sa mère. Et donc le fait de quitter sa mère, de ne pas avoir peut-être le baiser du soir, avant la nuit, l'angoissait au plus haut point. Le moment où il faudrait me mettre au lit, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. Et cette partie donc de l'enfance qu'il raconte au début n'est pas simplement marquée par l'angoisse du coucher, mais c'est l'occasion de s'éveiller au sens. Et il y a une description tout à fait extraordinaire de l'éveil des sens, de l'odorat, du goût, de l'ouïe, etc. L'odeur des aubépines, la vue de la nature autour de Combray lors des promenades familiales, puisque chaque après-midi, il y avait la promenade rituelle dans le village et aux alentours. Il va aussi s'éveiller à la lecture, ce héros narrateur, les romans de Bergotte, qui est aussi un auteur fictif. Il va inventer des personnages, il va inventer des écrivains, donc ce fameux Bergotte. Il va inventer aussi un peintre qui est une sorte de synthèse de plusieurs écrivains, de plusieurs peintres, de plusieurs musiciens. Il va composer comme ça ces personnages à partir de personnages existants, mais dans lesquels finalement aucun ne s'y retrouve complètement. Ce sont des constructions. Et le narrateur se promène de part et d'autre de Combray avec sa famille. Alors il y a deux côtés dans le village, comme ça arrive souvent. Il y a le côté de Méséglise et puis il y a le côté de Guermantes. Et avec une division sociale de chaque côté du village, les plus riches, les plus pauvres, etc. Et donc ce moment de l'enfance apparaît un peu comme un cocon dans lequel l'enfant se sent heureux, protégé, choyé, et il va très souvent dans la maison de Léonie, sa grand-tante. Donc il y a sa mère, il y a sa grand-mère, il y a sa grand-tante, donc vous voyez, un monde presque exclusivement féminin. Alors, certains ont parlé d'un ouvrage de psychologie dans le temps. Psychologie dans le temps.
Et je cite Proust. Vous savez qu'il y a une géométrie plane et une géométrie dans l'espace. Eh bien, pour moi, le roman, ce n'est pas seulement de la psychologie plane, mais de la psychologie dans le temps. Cette substance indivisible du temps, j'ai tâché de l'isoler, mais pour cela, il fallait que l'expérience pût durer. C'est pour cela qu'il va y avoir la peinture d'un certain nombre de personnages sur plus de 20 ans. Comment ces personnages évoluent, comment ils vieillissent, comment ils réagissent aux circonstances du temps. Donc une psychologie, pas en 2 dimensions, une psychologie en volume, dans le temps. Et c'est pour ça que tout dans cette œuvre, le titre, le texte, le narrateur, les personnages, tout y est soumis aux lois du temps qui passe. Faire sentir cette sensation du temps qui s'écoule, du temps qui passe, du temps perdu, parfois, dans des activités un peu futiles, mondaines, qui ne sont pas essentielles. Donc la question du temps, c'est au cœur même de l'œuvre. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est la liste des titres auxquels Proust avait pensé en 1912, donc avant de se fixer sur le titre définitif. C'est pour ça que je dis que tout est soumis au temps, y compris les titres, puisque À la recherche du temps perdu est un des titres auxquels il avait pensé, donc il a fini par décider, mais il avait pensé à plein d'autres titres. Je vous en cite quelques-uns pour montrer. Les stalactites du passé. Quelques stalactites du temps écoulé. Reflets dans la patine. Les reflets du passé. Le passé tardif. L'espérance du passé. Le voyageur du passé. Les intermittences du cœur. Alors, je trouve ce mot, les intermittences du cœur, est très significatif, puisqu'effectivement, on va avoir avec ce roman cette sensation de discontinuité, d'intermittence. On change de lieu, on change de personnage, on change d'époque, on revient en arrière, on se projette dans le futur. Enfin, c'est un ensemble d'éléments discontinus, intermittents. Et pourtant, il y a derrière toute cette intermittence le souci de ce qui est continu, justement, ce qu'on va trouver dans la magie du temps retrouvé. Donc, il va, comme disent certains, c'est une interprétation, c'est le roman d'une existence à la recherche de son essence. Roman ou peinture d'une existence à la recherche de son essence. Ça, c'est une interprétation assez platonicienne de Proust. Existence, essence. Bon, il y a l'existence qui coule, et puis il y a la recherche d'une essence atemporelle, unitaire. Bon, c'est une manière de voir les choses. Dialectique du temps et de l'intemporel. Dialectique du temps qui passe et de l'intemporel. Toujours est-il qu'il y a toujours cette opposition ou cette dialectique, effectivement, entre temps perdu, temps retrouvé. Et il va explorer les effets du temps qui passe sur les êtres, sur les choses, à travers un certain nombre d'expériences très particulières, dont des réminiscences, des oublis, des phénomènes de déjà-vu, de choses, on a l'impression qu'on a déjà vu, qu'on a déjà vécu, des souvenirs involontaires, et tout un processus inexorable de vieillissement. Ce qui est extraordinaire dans le dernier tome, c'est qu'il est invité par la princesse de Guermantes, justement, et quand il rentre dans la salle, il croit que c'est un bal costumé.
Et puis, peu à peu, il se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout un bal costumé, c'est que c'est simplement les gens qu'il avait connus dans le passé ont vieilli. C'est les mêmes. C'est la duchesse de Guermantes, c'est Madame Verdurin, c'est Bergotte. Tous ceux qu'il a connus dans son enfance sont là. Et simplement, voilà, les affres du temps ont fait leur effet. Mais ce n'est pas triste ni morbide. C'est, voilà, les effets du temps qui passe. Où ces gens sont à la fois les mêmes et différents de ce qu'ils étaient dans leur jeunesse. Et donc, bien entendu, du côté de chez Swann, il y a cette fameuse expérience, alors là, vraiment, que tout le monde connaît, même si on ne connaît pas Proust, qui est l'expérience de la Madeleine. Donc, je vais vous lire un tout petit extrait parce que je crois qu'on passe un peu vite sur cette expérience, cette réminiscence de la Madeleine. Elle est très profonde, en fait, elle est très très riche. Et ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule expérience de réminiscence qu'il y a dans Le Temps perdu. Il y en a d'autres dans le dernier tome, à l'écoute d'un bruit, d'une cuillère qui frappe une tasse, d'une serviette qu'on lui donne et qui lui rappelle aussi quelque chose. Donc il y a plusieurs exemples comme ça de réminiscences, qui ne sont pas simplement le fait qu'une sensation, un goût rappelle un autre souvenir. Ça va beaucoup plus loin. Donc vous connaissez tous l'histoire de la Madeleine, mais je ne résiste pas à la tentation de vous en lire un petit peu, pas trop, mais un petit peu, pour, comme j'ai fait moi, redécouvrir ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette réminiscence de la Madeleine. Alors, c'est sur 4 pages quand même, 4 pages, l'histoire de la Madeleine. Mais ça permet de rentrer un peu dans ce mystère du temps. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que ces réminiscences, ces oublis, ce qu'il va appeler la mémoire involontaire, puisque c'est en fait le grand sujet, la mémoire involontaire. C'est-à-dire, voilà, ces souvenirs comme ça, dont on n'a pas voulu forcément se souvenir, mais qui ressurgissent, un peu comme une épiphanie, une apparition, sont l'occasion d'un renouvellement, d'une récréation du temps. C'est pas simplement que ça va nous replonger dans le passé, que ça va nous rappeler d'autres souvenirs, ou par association d'images ou de sensations, refaire surgir plein de choses du passé. C'est pas simplement ça. Et je crois que vous allez le découvrir. C'est beaucoup plus que cela. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelé Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. C'est extraordinaire, on la voit, on la sent, on la goûte. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais, à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi,
Elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l'appréhender ? Je bois une seconde gorgée, où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième, qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il l'y a éveillée, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter, et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact, à ma disposition tout à l'heure, pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même. Quand lui, le chercheur, est tout ensemble, le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Je passe un petit peu. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel, qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément. Et, un petit peu plus loin, tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuelles, sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées. Elles avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps. La place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables,
De même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. C'est sublime. Hein, enfin, disons, voilà. Là, bon, c'est un peu long, mais je pense que c'est intéressant de se replonger dans la longueur. Ça vous montre aussi le fameux style proustien avec ses phrases très longues, mais d'une musicalité extraordinaire. Et le côté métaphysique, spirituel de l'expérience de la Madeleine. Il y en a d'autres dans le dernier tome, mais celui-là, bon, évidemment, le plus connu. Donc c'est un voyage intérieur que peint ce livre, non pas de manière linéaire ni chronologique, puisque, comme il dit, la vie comporte tellement d'anachronismes que le roman va aussi en comporter beaucoup. Donc là, c'est une expérience de réminiscence qui va être au cœur de ce qu'il va appeler la mémoire involontaire. Mémoire involontaire, que je développerai un peu plus tout à l'heure, qui s'oppose à la mémoire volontaire. C'est-à-dire cette mémoire qui fait appel à l'effort, ou à la volonté, ou à l'intelligence, de se souvenir d'un certain nombre de choses. Là, c'est une mémoire involontaire, c'est-à-dire c'est le ressurgissement de souvenirs qu'on n'a pas cherché à se rappeler. C'est la notion de mémoire involontaire. Et pour lui, cette mémoire involontaire est la seule qui permet de retrouver l'unité perdue, le moi profond, sous les couches successives dont les a recouverts l'habitude. Un peu comme le ferait un psychologue. N'oublions pas que nous sommes aussi au début, dans cette période historique, de la psychologie des profondeurs, de la psychanalyse, où on va chercher dans les profondeurs de l'inconscient des choses oubliées et que l'on peut faire ressurgir. Ça a certainement aussi, évidemment, une influence sur la démarche de Proust. Donc la multiplicité des moi, disons, c'est une manière aussi de le voir, la multiplicité des moi apparaît comme une constante de la constitution de la personnalité humaine. Les moi successifs, c'est-à-dire les identités successives, les moi successifs du narrateur l'empêchent de percevoir la continuité de son moi. Donc, temps perdu, temps retrouvé, multiplicité des moi et continuité du moi. Sauf, justement, à ces rares instants privilégiés où il y a un schéma sensation, souvenir qui se met en place grâce à la mémoire involontaire et qui permet de toucher du doigt et de ressentir cette continuité du moi. Le rôle de la sensation. Et vous voyez, c'est pas tant la vue, ni l'ouïe, que l'odorat, et là, en l'occurrence, le goût. Puisqu'il avait pu passer devant plein de boulangeries, de pâtisseries où il y avait ces madeleines, ça n'avait pas suscité la réminiscence. Qu'est-ce qui suscite là la réminiscence ? Le goût. Et c'est un goût très précis d'un morceau de madeleine trempé dans le thé ou l'infusion de tilleul. Donc, vous voyez cette exacerbation du sens, notamment de l'odorat et du goût. Et donc, grâce à cette mémoire involontaire, il y a une continuité qui se recrée, là où il n'y avait que discontinuité ou intermittence. Et c'est pour cela que c'est à la fin, avec ce temps retrouvé, qu'il se dit « mais oui, je suis capable d'écrire un roman ».
Et c'est même l'écriture de ce roman qui va donner et qui seul peut donner du sens à ma vie. Donc ça, c'est du côté de chez Swann, c'est le début. La clé du roman, plusieurs clés, on les a à la fin. Dans le temps retrouvé. Donc peut-être un conseil que je peux vous donner, c'est comme Proust l'a fait pour l'écriture. C'est de lire le premier et de lire le dernier. Et éventuellement, lire les 5 tomes intermédiaires. On a encore quelques centaines de pages à lire. Alors, je voudrais traiter plusieurs choses encore. Bon, le style. Évidemment, le style de Proust est très particulier. Hein, vous savez, des phrases souvent longues, avec une construction complexe. Et on dit que ce style rappelle le style du duc de Saint-Simon, l'un des auteurs qu'il cite le plus souvent. Alors, c'est vrai que certaines phrases nécessitent un certain effort, lecture. Ce qui est évident, c'est que les métaphores y abondent. Hein, donc c'est un style très métaphorique. Et je crois qu'on est frappé quand on le lit par la musicalité des phrases. Il y a aussi une volonté de saisir la réalité dans toutes ses dimensions. C'est pour ça qu'il y a des choses entre parenthèses, entre virgules, entre tirets, pour être sûr de ne rien oublier dans la description qui est donnée. Donc, saisir la réalité dans toutes ses perceptions, dans toutes les facettes du prisme des différents intervenants. Donc, c'est un peu à la manière de l'impressionnisme en peinture, où il y a des multiples touches, multiples facettes, un peu comme un kaléidoscope. C'est une sorte de long poème en prose, on pourrait dire un kaléidoscope. Alors il va s'expliquer aussi sur ce style. Il va s'expliquer sur tout. Il va devoir s'expliquer, justifier sur tout. Le style n'est nullement un enjolivement, comme croient certaines personnes. Ce n'est même pas une question de technique. C'est comme la couleur chez les peintres, une qualité de la vision. La révélation de l'univers particulier que chacun de nous voit et que les autres ne voient pas. Le plaisir que nous donne un artiste, c'est de nous faire connaître un univers de plus. Ça, c'est une phrase assez célèbre. Le plaisir que nous donne un artiste, c'est de nous faire connaître un univers de plus. Et là, je ne saurais trop reprendre le conseil que donnait André Gide. Donc, vous voyez que voilà, il s'est rattrapé très vite. Qui préconisait la lecture à voix haute. Et je crois qu'effectivement, là, c'est un beau conseil. Il dit, Gide, vous m'avez dit souvent que la longueur des phrases de Proust vous exténue. Vous avez sûrement entendu ce reproche. Oh là là, ces phrases. Enfin, il a le record de la longueur de Proust. La longueur des phrases vous exténue. Mais attendez seulement mon retour, et je vous lis ces interminables phrases à haute voix. Comme aussitôt tout s'organise, comme les plans s'étagent, comme s'approfondit le paysage de la pensée. C'est Gide qui parle. Et je vous prouve que rien n'est superflu dans cette phrase pour permettre à sa complexité un épanouissement total. Donc là, voilà, le défenseur le plus militant de ces phrases très, très longues, c'est Gide lui-même. Et il est vrai que maintenant c'est quelque chose qui se fait assez couramment. C'est les œuvres lues. Et c'est vrai que là, on sent toute la puissance, la musicalité de l'écriture. Alors, simplement quand même aussi pour ne pas limiter l'œuvre à une dimension psychologique ou introspective, c'est un roman qui analyse aussi de manière assez impitoyable la société de son temps. Donc, la sphère aristocratique des Guermantes,
la bourgeoisie parvenue des Verdurins, hein, pour ceux qui lisent la fameuse Madame Verdurin, auquel il faut ajouter aussi toute une peinture du monde des domestiques, puisqu'il y avait la fameuse Françoise, hein, qui s'est beaucoup occupée de... Donc, au fil des pages, on a aussi toute l'histoire contemporaine, depuis les controverses de l'affaire Dreyfus, hein, en pleine affaire Dreyfus, jusqu'à la guerre de 14-18 aussi, où on voit comment cette société parisienne traverse cette guerre avec plus ou moins d'inconscience. Il y a aussi un thème, bien entendu, qui va courir tout au long du roman, qui est celui de l'homosexualité, puisque tant l'homosexualité masculine que féminine, et surtout la féminine, qui est encore un tabou encore plus important à son époque que l'homosexualité masculine, est aussi un thème qui revient de manière récurrente pour décrire aussi un petit peu au niveau psychologique, au niveau intérieur, mais aussi au niveau de la société, le problème des homosexuels à l'époque. Donc c'est ça qui est vraiment paradoxal, hein, avec cette œuvre, c'est qu'elle elle évoque certains épisodes de la vie des personnages de manière personnelle, enfin extrême, dans les moindres détails, et en même temps on a un sentiment de toucher à l'universel. Alors, ce que je voudrais traiter maintenant, c'est un sujet très épineux, qui est le rapport de Proust à la philosophie. Puisque, bon, on est quand même dans le cycle philosophie et littérature, donc bien sûr on aurait pu lire quelques centaines de pages. Proust et la philosophie. Alors, c'est un sujet épineux, je dis, parce que c'est un sujet sur lequel on a écrit, je ne sais pas, des dizaines de milliers de pages déjà, voire plus, pour essayer de comprendre cette relation très complexe que Proust, l'écrivain, l'auteur de romans, a avec la philosophie. Alors, je ferai référence notamment à un livre qui est sorti en 2013, parce qu'on n'en finit pas d'interpréter, d'essayer de décoder l'œuvre de Proust. Presque chaque année, on a des ouvrages sur lui. Et il y a un professeur de Strasbourg, Luc Fraisse, qui a écrit un ouvrage intitulé « L'éclectisme philosophique de Marcel Proust ». L'éclectisme philosophique de Marcel Proust, où il analyse justement ce rapport de Proust à la philosophie. C'est une étude universitaire monumentale, de plus de 1000 pages, 1300 pages, parue en 2013. Donc, une fois que vous aurez fini les 7 tomes, vous pourrez lire l'ouvrage de Luc Fraisse. Je vous le conseille. Alors, sa méthode est intéressante. C'est pour ça que je vais y consacrer quelques minutes. F-R-A-I-2-S-E, Luc Fraisse. L'éclectisme philosophique de Marcel Proust. Puisqu'il écrit cet ouvrage sur un terrain qui n'est absolument pas vierge, vous l'imaginez. Il existe déjà de très nombreuses études, de très nombreux livres sur Proust philosophe, ou le rapport en tout cas entre littérature proustienne et philosophie. Il y a notamment Gilles Deleuze, qui a fait un ouvrage, une enquête très brillante sur le sujet, et aussi une que l'on cite, c'est Anne Henry, qui a écrit énormément sur le rapport de l'esthétique de Proust avec la philosophie allemande, et notamment la philosophie de Schopenhauer. Bon. Donc, on a ces deux grandes références. On a aussi les rapports entre Proust et... c'est pas réglé, donc c'est pas un problème de pile, donc on va définitivement l'arrêter. Les rapports entre Proust et la philosophie de Bergson. Alors ça a été aussi interrogé plusieurs fois, et c'est un sujet assez complexe, question complexe, puisque évidemment Proust et Bergson se sont connus, ils se sont fréquentés, et Bergson et Proust étaient même parents
par alliance, puisque Bergson a épousé la cousine, je crois, une des cousines de la mère de Proust. Donc ils étaient cousins. Et donc, on y reviendra sur ce rapport à Bergson, parce que c'est ce qui est le plus connu du rapport de Proust à la philosophie, mais on verra que c'est pas aussi simple. Alors, pour en revenir à Luc Fraisse, en fait, il se rend compte que Proust puise chez les philosophes qui sont à sa disposition pour forger des images, pour évoquer des silhouettes de son œuvre qui est en cours d'édification. Il y a, de manière sous-jacente, plus ou moins explicite, évidemment, l'évocation de philosophie dans l'œuvre de Proust. Et ce que va faire Fraisse, c'est qu'il va sélectionner les ouvrages que Proust avait réellement sous les yeux, c'est-à-dire qu'il avait étudiés. C'est intéressant au niveau de la méthode. On se remet dans le contexte de Proust et on reconstitue sa bibliothèque, ce qu'il a étudié, ce qui a pu l'inspirer. Et il va retrouver notamment le texte du cours de philosophie dispensé à Proust au lycée Condorcet par son prof de philo qui s'appelait Alphonse Darlu. Alphonse Darlu. Et il va découvrir les programmes exacts parcourus par Proust, les enseignements réellement entendus. Et là, je cite Fraisse. J'ai utilisé par exemple les cours ronéotés, proposés chaque semaine par la Sorbonne aux étudiants absents au cours, qui souhaitaient réviser de façon plus complète. Il y a vraiment une exigence vraiment intellectuelle importante de vraiment voir ce que Proust avait à sa disposition, y compris en cours polycopiés, ronéotés, enfin tout à fait, ou même des notes, voir ce qui a pu le marquer et l'influencer. Et la conclusion de Fraisse, c'est que Proust est exceptionnellement savant en philosophie. Alors, je trouve ça intéressant de se rappeler, d'argumenter cela. Il est extrêmement érudit en philosophie. Et Fraisse va même dire, ouvrant en particulier pour la première fois le cours d'Alphonse Darlu, j'ai aperçu 600 rapprochements avec le texte de la recherche. C'est-à-dire que ce texte, c'est pour ça qu'il y a un tel temps pour remanier les expressions, les phrases, les textes, parce que il va s'inspirer d'un certain nombre d'œuvres et d'images de philosophes. Et on peut considérer, d'après Fraisse, que ces cours de Darlu constituent le berceau de sa pensée, à laquelle, évidemment, il va donner des formes toutes différentes, mais il va vraiment beaucoup s'inspirer de ces cours. Et il faut savoir que donc, Proust avait d'abord préparé une licence de droit, et puis ensuite il s'est dit que de toute façon tout ce qui ne serait pas étude des lettres ou de la philosophie serait du temps perdu. Et donc il va préparer une licence à la Sorbonne qui s'appelle Lettres à option philosophie. Lettres, c'est une licence de lettres, mais option philosophie. Et dans ces cours qui sont donnés pour préparer cette licence, eh bien, on étudie toute la philosophie. C'est des cours qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais extrêmement denses et riches, où on étudie la philosophie de l'Antiquité au 19e, enfin au milieu du 19e. Ça couvre toute la philosophie, toutes les doctrines. Et c'est là où s'est forgé, d'après Luc Fraisse, cet éclectisme philosophique de Proust. C'est pour ça, ça permet de comprendre pourquoi chacun y va de sa lecture de Proust. Chacun y va de son interprétation. Vous avez une interprétation platonicienne de Proust, ce que je vous disais tout à l'heure, au-delà de l'existence, l'essence. Bon, c'est une facette. On peut avoir une interprétation kantienne.
de Proust. Une interprétation cartésienne, une interprétation schopenhauerienne, disant voilà, c'est du Schopenhauer. Bon, c'est pour ça que vous allez trouver dans tous ces ouvrages, ces travaux d'exégèse ou d'interprétation, plein de regards, plein de facettes différentes qui en fait sont toutes vraies ou toutes fausses, je ne sais pas, parce que effectivement c'est un kaléidoscope. Et ça c'est quelque chose qui est souvent négligé. C'est pour ça que je parle de cet ouvrage, parce que c'est vraiment intéressant de voir qu'il avait une culture philosophique immense, très éclectique, et il va définir ce qu'il appelle éclectisme. Puisque Fraisse va expliquer que l'œuvre de Proust entre en résonance, en fait, chaque fois par bribes, avec toute la philosophie occidentale. Mais c'est des bribes, c'est des évocations, c'est des petits morceaux, c'est des touches, comme un peintre impressionné. Et donc il dit le mot éclectisme est le mot le plus pertinent pour définir le rapport de Proust à la philosophie. Et qu'est-ce qu'on entend par éclectisme ? C'est pas simplement... parce que c'est un mot qui parfois a pris une connotation un peu péjorative. Oh, c'est éclectique, c'est-à-dire, voilà, c'est superficiel, on prend voilà, tout ce qui intéresse, à droite, à gauche, un peu touche à tout. Bon. Voilà, pour Luc Fraisse, c'est pas du tout ça. Hein, c'est vraiment une démarche beaucoup plus profonde. Il dit l'éclectisme n'est pas pour Proust une cause ou une option, c'est une attitude d'esprit très générale. Il y a ce souci d'être complet, hein, qui explique aussi son style. On décrit une odeur, on peut la décrire d'une certaine manière, mais aussi on peut la décrire d'une autre manière, et entre parenthèses on met encore une autre manière de le décrire. Voilà, on explore toutes les facettes. Et ça c'est vraiment quelque part une volonté de toucher effectivement à l'unité ou à l'universel. Et donc, ceux qui sont éclectiques, ce sont ceux qui adoptent une position éclectique pour apercevoir par là le processus même de la pensée. Voilà. Alors ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans son approche. C'est pourquoi cet éclectisme ? Parce que c'est ainsi que se construit, en tout cas pour Fraisse, et il pense que c'est comme ça que ça s'est fait pour Proust, c'est ainsi que se construit le processus même de la pensée. Le sujet le plus fédérateur de la recherche du temps perdu, c'est, au-delà de la théorie de la mémoire involontaire, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite après, une philosophie du sujet pensant. Donc bien sûr, il y a ce thème du temps, de la mémoire involontaire, mais on voit comment, le processus de la pensée d'un individu pensant se met en place. Tout sujet pensant, et même celui qui dictera la plus dogmatique des théories, y est parvenu en suivant un processus éclectique. Par notre activité de pensée, nous sommes tous éclectiques. C'est ce qui peut retenir Proust, donc, dans ce parcours et cette constitution d'une pensée, qui est dès lors à valeur universelle. C'est pour ça qu'on touche à l'universel, à l'atemporel, parce qu'il va construire sa pensée en confrontant toutes sortes de pensées philosophiques. Et il va expliquer aussi que sa théorie de la mémoire involontaire est beaucoup plus originale qu'on ne le laisse généralement entendre. Parce que, souvent dans les interprétations, dans les exégèses de l'œuvre de Proust, on dit c'est très proche de l'œuvre de Bergson et de sa fameuse mémoire et matière, comme s'il avait un peu plagié Bergson. En fait, il y a fort à penser que ce n'est pas aussi simple. Alors, par rapport à Bergson, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment toujours la référence qui est donnée par rapport à Proust, la notion du temps chez Bergson. Et c'est vrai qu'ils vivent à la même époque,
Et ils s'intéressent tous les deux au temps. La durée, mémoire et matière, la durée, le temps. Et Proust a suivi certains cours de Bergson au Collège de France. Ça, c'est indéniable, qu'il a suivi l'enseignement de Bergson. Et beaucoup de développement de Bergson commence selon une tonalité très proustienne, pour bifurquer bientôt dans une direction totalement opposée. Alors, les deux seules fois où Proust s'est confronté réellement à Bergson, c'est pour nourrir une controverse, et notamment à propos de la mémoire, où Proust veut faire comprendre qu'il a une vision totalement différente de celle de Bergson. Et voilà ce qu'écrit Proust. Toutes ces controverses, c'est vrai que c'est intéressant, toutes ces réponses aux critiques qui lui ont été faites, c'est dans ses correspondances. Donc on a vraiment un matériau très, très important. Alors Proust écrit « Mon livre serait peut-être comme un essai d'une suite de romans de l'inconscient. Je n'aurais aucune honte à dire de romans bergsoniens. Si je le croyais, car à toute époque, il arrive que la littérature a touché, après coup naturellement, à la philosophie régnante. Mais ce ne serait pas exact, car mon œuvre est dominée par la distinction entre la mémoire involontaire et la mémoire volontaire. Distinction qui non seulement ne figure pas dans la philosophie de Bergson, mais est même contredite par elle. Alors, je développe un peu cet aspect-là parce qu'il faut savoir que ce rapport de la littérature et de la philosophie, c'est un rapport extrêmement... c'est un sujet très délicat. Très délicat. Parce qu'il y a une sorte d'incompréhension réciproque entre les philosophes et les écrivains, notamment les auteurs de romans. Et là, j'explique ceci par rapport à Bergson et Proust, parce que c'est exemplaire. C'est archétypal comme conflit, parce que le philosophe va considérer que les métaphores et les styles de l'écrivain, bon, c'est joli, mais ce n'est que du style, vous voyez. C'est pour ça que Proust se défend d'avoir simplement voulu enjoliver ces phrases. Mais ça, c'est pas toujours compris par les philosophes, qui peuvent être un peu dogmatiques. Et les écrivains ou les auteurs de romans qui trouvent que les œuvres des philosophes sont parfois quand même totalement indigestes. Et que même s'il y a des concepts magnifiques, de belles notions, bon, ça ne touche qu'un cercle restreint d'universitaires ou d'érudits. Donc il y a une sorte de quant à soi, où chacun reste sur son terrain, c'est plus confortable. C'est pour ça que c'est une vraie aventure de parler de littérature et philosophie, parce que encore aujourd'hui, vous avez ceux qui disent il n'y a pas de philosophie en littérature, et la philosophie ne peut pas prendre un autre visage que celui d'un traité ou d'un essai de philosophie. C'est pour ça que Proust, c'est beaucoup... Maintenant, on comprend mieux, lui qui est pétri de philosophie, pourquoi c'était si compliqué de se décider. Est-ce qu'il faut que je fasse un essai, puisqu'il avait écrit un essai sur Sainte-Beuve, est-ce qu'il faut que j'écrive un essai, est-ce qu'il faut que j'écrive un roman, parce que cette forme du roman, elle est extrêmement dépréciée à l'époque par les philosophes. Dans un roman, il ne peut pas y avoir de philosophie. Et donc, on pourrait imaginer que cette écriture de ce grand roman est aussi un peu une réponse aux philosophes. C'est pour ça que c'est émaillé de références philosophiques, et notamment une réponse à Bergson.
avec qui il a de bons rapports, mais Proust s'est toujours considéré un peu un enfant par rapport à ces grands philosophes qui sont les adultes et qui écrivent des ouvrages de philosophie bien denses, bien conceptuels, bien costauds. Donc, ça éclaire d'une autre manière ce rapport très intéressant entre littérature et philosophie. Et d'une autre manière, Platon avait trouvé le moyen avec les mythes et les dialogues, c'est-à-dire sous une forme imagée, métaphorique, allégorique, passer des enseignements quand même parmi les plus profonds, les plus métaphysiques. Donc, il y a beaucoup de controverses entre des sujets de discussion, avec un respect quand même mutuel, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres controverses, entre les deux hommes. Et donc, ce rapport est intéressant à étudier, tant le rapport de Bergson à la littérature que le rapport de Proust à la philosophie. Et donc, ce que Fraisse aussi met en évidence, c'est que il y a toute une génération qui oppose invariablement les métaphores des poètes à l'authentique philosophie. Donc, parce que c'est un roman, parce que c'est métaphorique, parce qu'il y a tout ce style aussi introspectif, ça ne peut pas être de la philosophie. Donc, peut-être que dans le moi profond de Proust, il y a cette idée d'écrire un peu comme une revanche, pas simplement contre Bergson, mais contre ces philosophes de la Sorbonne qui veulent garder un peu le monopole de la pensée philosophique. Alors, ceci dit, il y a aussi quand même de nombreuses authentiques analogies entre la vision de Proust et celle de Bergson concernant le temps. Alors, c'est vrai que Proust n'a pas facilité la tâche de ses interprètes parce que lui-même n'a jamais clarifié ses sources. C'est pour ça qu'il a fallu tout ce travail un peu d'archéologue pour aller voir quels étaient vraiment les documents dont il pouvait s'inspirer. Il n'a pas dévoilé sa philosophie et il explique pourquoi. C'est ça qui est intéressant, il explique tout. J'ai trouvé plus propre et plus délicat, comme artiste, de ne pas laisser voir, de ne pas annoncer que c'était justement à la recherche de la vérité que je partais. Là, c'est une petite pique vis-à-vis des philosophes qui, évidemment, eux, partent toujours à la recherche de la vérité, qu'il annonce. Bon, là, non. Mais en tant qu'artiste, c'est-à-dire, il se sent quand même artiste dans l'âme. Et donc, voilà. Je n'ai pas annoncé que c'était justement à la recherche de la vérité que je partais, ni en quoi elle consistait pour moi. Je déteste tellement les ouvrages idéologiques où le récit n'est tout le temps qu'une faillite des intentions de l'auteur que j'ai préféré ne rien dire. Donc, voilà, pour dire moi aussi quand même, j'ai ma légitimité philosophique, mais je laisse au lecteur tout le plaisir, le loisir de découvrir ce à quoi je fais référence. En outre, sa conception d'une évolution vivante d'une idée l'amenait aussi à décrire les erreurs, c'est-à-dire un peu les affres d'une pensée qui se cherche. Et là aussi, en tant qu'artiste, il ne répugne pas du tout à expliquer que la pensée ne se construit pas d'un coup, qu'il y a des allers-retours, des remaniements, des corrections ou de pensée, parfois peut-être l'inverse même de ce qu'on a pu penser avant. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà un petit peu avec Montaigne,
hein, qui rajoutait toujours des choses dans ses essais. Donc c'est toujours il y a quelque chose qui les rejoint, les deux, Montaigne et Proust, c'est le fait d'avoir voulu faire œuvre unique. Parce que c'est pas la seule œuvre de Proust qu'il ait écrite, mais c'est vrai que c'est quand même son œuvre majeure, hein, et c'est comme les essais de Montaigne. C'est-à-dire, on retouche, on rajoute, ce qui est un cauchemar après pour les éditeurs, mais c'est une pensée en construction, une pensée en mouvement, en devenir. Hein, et ça, c'est vraiment lié au temps. Et ce que va reprocher Proust parfois à certains ouvrages de philosophes, c'est que ça veut figer. C'est-à-dire, voilà, c'est tel concept, c'est comme ça, et on ne voit pas derrière l'œuvre du philosophe la pensée en cheminement. Parfois oui, mais parfois non. Excusez-moi d'intervenir, mais chez Proust, il n'y a pas de crispation. Tout est fluide dans son style et tout ça. C'est un homme qui a une grande fluidité, donc une grande intelligence, n'est-ce pas? Il n'y a pas de crispation. C'est le temps qui s'écoule. C'est fluide, c'est exactement ça. Il y a une fluidité, ça coule, mais il y a aussi des retours en arrière. On corrige, hein, et encore ces derniers manuscrits, c'est pour ça que comment on sait que c'était pas une œuvre totalement terminée, hein, que la mort l'a arrêté, c'est parce que lui-même avait expliqué qu'il y avait encore plein de choses qu'il voulait remanier, revoir. Et ce souci du perfectionnement de l'écriture pour toucher au plus juste. Et il va l'expliquer. Cette évolution d'une pensée, je n'ai pas voulu l'analyser abstraitement, mais la recréer, la faire vivre. Je suis donc forcée de peindre les erreurs, sans croire devoir dire que je les tiens pour des erreurs. Tant pis pour moi si le lecteur croit que je les tiens pour la vérité. Alors ça, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire, il prend le risque qu'effectivement, on lui reproche de penser des choses qu'il ne pense pas. Mais parce que le lecteur l'aura interprété comme cela. Et il préfère ne pas trop expliquer pour que le lecteur ait toute la liberté, hein, d'interpréter à sa manière. Être le lecteur de soi-même. Avec tous les risques. Et il en a pris, hein, que ça, évidemment, que ça comporte d'être mal compris, d'être interprété, et ce qui a été et ce qui est encore aujourd'hui le cas, parce que je crois qu'on n'a pas fini d'écrire sur Proust et à la recherche du temps perdu. Il manque encore quelques dizaines de milliers de pages à écrire, hein, donc avis aux amateurs, parce que justement c'est une pensée en construction, donc par définition c'est jamais fini. Et il révèle aussi que dans le temps retrouvé, ce n'est qu'à la fin du livre, une fois les leçons de la vie comprises, que ma pensée se dévoilera. C'est-à-dire, malheureusement, pour percer le fond de la pensée du cheminement proustien, il faut tout lire. Parce que, voilà, si on ne lit pas tout, il y a peut-être une facette indispensable qui va nous manquer. Bon, c'est bientôt l'été, hein, c'est en poche, c'est pas cher. Alors, dernière chose que je voudrais vous expliquer, c'est cette histoire de mémoire involontaire, puisque un des grands distinguos, et c'est pour ça que je vous ai lu grande partie de l'épisode de la Madeleine, Proust va distinguer mémoire volontaire et mémoire involontaire. Alors comment il définit lui-même les choses? La mémoire involontaire, bien que Bergson ne fasse pas cette différence, vous voyez, on se situe bien par rapport à Bergson, bien que Bergson ne fasse pas cette différence, est selon moi la seule vraie mémoire. Effectivement, c'est une distinction que Bergson ne fait pas entre volontaire et involontaire. La mémoire volontaire, donc pourquoi préfère-t-il la mémoire involontaire par rapport à la mémoire volontaire? La mémoire volontaire, c'est la mémoire de l'intelligence et des yeux ne rendant du passé que des facsimilés inexacts
qui ne lui ressemble pas plus que les tableaux des mauvais peintres ne ressemblent au printemps, par exemple. C'est-à-dire, ce qu'il explique, c'est que vouloir se souvenir, refaire surgir les souvenirs, pour reconstituer le passé, comme on fait par exemple dans des mémoires, ou dans une autobiographie, ce qui est aujourd'hui très à la mode, ne produit que des facsimilés inexacts, qui ne ressemblent pas plus au passé que les tableaux des mauvais peintres ne ressemblent au printemps. Il y a une volonté de reconstitution à partir de souvenirs ou à partir de notes, à partir de plein de choses, mais qui ne peut donner que du passé, en fait, une sorte de facsimilé artificiel. Oui, une photo ou un tableau, mais qui ne va pas révéler la richesse ou la multiplicité de ce qui a été vécu. De sorte que nous ne croyons pas la vie réelle parce que nous ne nous la rappelons pas. Et aussi cette idée, oui, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que si on ne se rappelle pas ces souvenirs de la vie passée, la vie semble s'être écoulée sans consistance, et que peut-être elle n'a même pas de sens. Mais que nous sentions une odeur ancienne, soudain nous en sommes enivrés par des réminiscences brusques. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il s'exprime bien contre cette volonté de retrouver ou de reconstituer le passé à partir de souvenirs qu'on a voulu engranger, ou par cet effort de volonté et d'intelligence on fait ressurgir. C'est pour ça que lui ne croit pas du tout non plus à la psychologie des profondeurs ou à la psychanalyse, parce qu'il y sent une volonté, une intention de déjà faire surgir et de reconstruire quelque chose à partir d'eux. L'odeur ancienne, c'est la réminiscence. Alors, c'est l'odeur ancienne ou c'est le son ancien. C'est la réminiscence. Là, nous sommes enivrés par des réminiscences brusques. C'est pour ça qu'il y a cette... vous voyez, il dit soudain, c'est brusque. Et c'est pour ça que c'est très proche d'une épiphanie, d'un surgissement tel que peuvent les décrire les historiens des religions. Enfin, il y a quelque chose de sacré qui surgit. Et à ce moment-là, c'est tout qui revient par ce fonctionnement associatif de la mémoire, bien entendu. C'est-à-dire, on associe la sensation, l'émotion au paysage, à la ville. C'est tout ce qui se reconstitue à partir de cette réminiscence. Mais d'une réminiscence qui n'est pas recherchée, qui n'est pas voulue. C'est pour ça dire, d'une certaine manière, tous ceux qui écrivent leurs mémoires ou qui font des autobiographies en cherchant en mémoire tout ce qui a pu se passer, ne font que des choses artificielles. Et lui ne veut pas ça. Oui, c'est authentique. C'est authentique. Oui, ça se veut authentique. Et tant pis si ce n'est pas compris, tant pis si c'est interprété de travers, tant pis s'il y a des critiques, il assume. C'est l'intuition, c'est le ressenti. Non, c'est très profond, parce que là, on va toucher au moi profond, et comme il dit, oui, alors certains vont employer ce terme un peu platonicien d'essence, c'est-à-dire au-delà de ce qui s'est construit par les conventions sociales, par les contraintes, les nécessités de la vie, quoi. C'est pour ça qu'il va expliquer que tout ce temps perdu entre guillemets, c'est le temps des tristesses, les désillusions, les déceptions qui s'accumulent, la vieillesse,
tout ce temps qui passe, qui amène son lot d'angoisse, aussi de moments heureux, hein, mais il insiste quand même sur les moments un peu douloureux. Tout le temps perdu, c'est une sorte d'étape indispensable dans la voie de la désillusion. C'est-à-dire désillusion dans le sens de sortir de l'illusion. Donc c'est nécessaire tout ce temps, même perdu en mondanité. Quelque part, ça va construire quelque chose si à un moment donné, il y a prise de conscience de ce côté illusoire qu'a eu tout ce temps pour être à l'écoute de cette mémoire involontaire qui va faire émerger la félicité, le bonheur. Donc, quelque part, certains vont dire, c'est le temps perdu retrouvé, c'est le temps perdu retrouvé, avec cette contemplation fugitive de l'essence des choses. Tout d'un coup, il y a cette contemplation qui est, je répète, de l'ordre de l'extase quasi spirituelle. Tout d'un coup, il y a l'essence, mais le sens, c'est l'essence, mais aussi le sens profond de la chose. Et le lecteur peut toucher cette profondeur intérieure, où là, l'apparence importe peu. C'est pour ça que ça va beaucoup l'interroger, ce sentiment de bonheur total. Il oublie toutes les vicissitudes, tous les soucis, et surtout la peur du futur. La peur du futur. C'est le temps, comme il dit avec une majuscule, lui-même qui apparaît dans les transformations qu'il inflige, bien sûr, il le voit avec ses amis, ses relations qui vieillissent, mais surtout dans sa force de renouvellement. C'est-à-dire, ces réminiscences, ces surgissements soudains, permettent de renouveler, de recréer le temps. Et c'est un mot qu'il emploie dans la Madeleine. C'est pas simplement que ça me fait me souvenir de certaines choses, mais de créer. Et c'est là où on touche la créativité de l'artiste. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, bon, je suis capable d'écrire un roman. C'est paradoxal, ça y est, il est écrit. Voilà, je peux, donc je vais le faire. Bon, je vais le faire, mais il est déjà fait, donc il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez, dans notre rationalité chronologique, on écrit un bouquin, donc on écrit d'abord le début, et puis... Bon, on sait, en tant qu'enseignant, que c'est toujours l'introduction qu'on écrit à la fin. Mais là, c'est pas tout à fait pareil. Donc, force de renouvellement. Et il va témoigner de cette force magique de cette mémoire involontaire associée au sens. Grâce au mécanisme de la mémoire involontaire, on parvient à faire coïncider la sensation éprouvée dans le moment présent avec celle du moment éloigné. Alors évidemment, il y a un lien hors du temps chronologique qui se crée. Les entraves du temps sont brisées, le temps perdu devient finalement un temps retrouvé. C'est-à-dire, on devient contemporain de ce temps passé, de ce temps présent, et donc grande confiance sur le temps à venir. La réminiscence cache donc une vérité nouvelle, et pas seulement une sensation d'autrefois. C'est ça qui me semble intéressant dans ce processus de la mémoire involontaire, c'est pas simplement que ça fait surgir quelque chose du passé, avec toutes les associations qui lui sont évidemment reliées, c'est tout le village qui ressurgit, ça c'est le passé. Mais c'est surtout que ça a une force de recréation du présent et donc du futur. C'est vraiment la magie du temps qu'il a capté. Passé, présent, futur, c'est quelque chose de chronologique, n'est-ce pas? Bon, là, il abolit cette chronologie. Bon, voilà, le futur peut être contemporain du passé et du présent. Et tout ça, c'est une force de renouvellement. Si on sait, comme dit Mireille, être dans la fluidité de ce temps et de faire confiance à cette mémoire involontaire, avec ce surgissement.
C'est pourquoi cette réminiscence, cette mémoire involontaire, permet une recréation permanente et vivante du temps. Et là, on le voit avec tout ce bal des têtes à la fin, ce bal de tous ces vieillards. On peut penser que ils ont plus ou moins bien vécu à la recherche souvent de beaucoup de chimères. C'est l'outrage du temps, mais c'est aussi quand même cette capacité peut-être de recréer à chaque instant le temps. Mais il ne parle pas de la modernité. La modernité, par exemple, c'est un thème qui est abordé par d'autres auteurs, mais lui n'aborde pas le thème de la modernité. Il est assez passéiste. Je sais pas. C'est une manière d'interpréter Proust. Moi, je pense très sincèrement qu'on en parlera encore dans plusieurs siècles. Non, on ne sera plus là. Mais on pense quand même au-delà de nous-mêmes. Oui, bien sûr. L'humanité va continuer après notre mort. Hein? Faut l'espérer quand même. Hein? 4 milliards. Hein? 4 milliards et demi d'années. On va vivre encore 4 milliards et demi d'années. Non, mais La planète. je crois que c'est une œuvre qui défie vraiment, c'est pour ça que c'est gageur d'en parler, c'est une œuvre qui défie les catégories habituelles. Du passé, du présent, du futur, justement. C'est pour ça que je crois que c'est une œuvre assez atemporelle. Alors bien sûr, le style est très personnel, mais au-delà de ce style, je crois que c'est une œuvre très, justement, ni passéiste, ni moderne, ni contemporaine, mais atemporelle. Parce que je crois qu'il a touché du doigt, justement, ce qui est hors du temps, ce qui est le mystère du temps, parce que c'est des centaines de milliers de pages, le temps en philosophie. C'est comme le bonheur. Enfin, le bonheur et le temps, c'est les deux grandes thématiques philosophiques. Mais et le bonheur, comme le temps, reste un mystère. Et je crois que ça le restera longtemps. Parce que... et c'est pour ça que ça nous fait nous interroger sur le rapport que nous avons au temps. Quand il dit, c'est le lecteur, ce ne sont pas mes lecteurs, ce sont les lecteurs d'eux-mêmes. Et peut-être n'ont-ils pas les yeux exactement pour comprendre ce que j'ai voulu dire, mais ça nous renvoie, c'est pour ça que ça peut parfois être un peu dérangeant, au rapport que nous avons au temps, justement, au passé, au présent, au futur. Et c'est un sujet hautement philosophique. Hautement philosophique, parce que ça renvoie, comme je disais tout à l'heure, à la finalité de vie. Pourquoi aujourd'hui dans nos sociétés y a-t-il une telle peur de vieillir et qu'il faut masquer les rides et les cheveux blancs et tout ça parce qu'il ne faut pas montrer les outrages du temps. C'est étrange. Enfin, ça pose question. Non, mais moi je n'ai pas de réponse. Mais le rapport au temps, du souvenir. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il tant de gens qui écrivent leur mémoire? Et des gens jeunes. Il y a un phénomène de mode. Mais le rapport au temps... Donc, encore 10 secondes. Là, on est dans le temps et après, c'est bon. C'est pour ça que dans ce moment de réminiscence, l'homme cesse de se sentir mortel. Il n'a plus peur de la mort ni du futur, il est en dehors du temps. C'est atemporalité. Atemporalité. Donc, c'est sûr que souvent, cet épisode de la Madeleine qui est hyper connu, dire voilà, ça lui fait ressurgir des souvenirs. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est-à-dire que... Si, mais il a une autre... Lui, il va travailler sur la durée. Il fait la différence entre le temps et la durée. Et ce sont d'autres concepts.
C'est pas qu'ils se répondent l'un à l'autre, il va développer d'autres concepts. Et matière et mémoire, que probablement Proust avait lu, il y a des analogies. Mais le concept original de Proust, c'est la mémoire involontaire. Et c'est vrai que très souvent on lie la mémoire à l'imagination, mais aussi à l'intelligence, c'est-à-dire de quoi veut-on se souvenir, ou on fait le tri dans les souvenirs qu'on veut garder et ceux qu'on ne veut pas garder. Lui dit tout ça, c'est un travail volontaire qui ne va recréer que quelque chose d'artificiel. Et que par contre, si on laisse ouverte, disons, la porte à ces réminiscences, là on peut toucher vraiment l'identité profonde. Oui, Proust a passé beaucoup de temps dans son lit. Qui ? Proust, oui. a passé beaucoup de temps dans son lit. Oui. Que dit-il par rapport à sa mémoire involontaire de l'évocation des rêves? Ah oui. Ce sont des sensations. Ah oui. Alors, bien sûr, c'est un rôle très important, puisque les rêves sont à relier à cette mémoire involontaire, puisque les rêves, c'est l'expression aussi de ce moi profond, une fois que le corps est plus tranquille et où il y a moins de censure. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est... merci de l'avoir ajouté. C'est un élément très important. Et dans son enfance, il va aussi raconter ses rêves. Et ça aussi, c'est l'intérêt, si je puis dire, aussi de sa maladie. C'est de l'avoir effectivement obligé à rester immobile grande partie de ses journées et à accorder beaucoup d'importance aux rêves. Donc les rêves sont aussi une expression de cette mémoire involontaire, puisqu'on sait très bien que même ce qu'on a voulu censurer ou étouffer ressurgit dans les rêves. Donc... c'est un travail de rééquilibrage qui fait que par rapport à la censure, il y a des choses qui veulent s'exprimer et qui ne le peuvent que dans les rêves. Oui. Alors là-dessus, par contre, on a un rapport, une relation avec les psychologues, avec la psychologie des profondeurs, qui, elle aussi, accorde beaucoup d'importance aux rêves. Que ce soit Freud ou Jung, ils accordaient beaucoup d'importance au message des rêves. Voilà, alors, voilà quelques bribes, quelques facettes dans la recherche du temps perdu.